Bonjour à toutes, à tous. Les ordonnances sont délibérément compliquées et elles sont faites justement pour dérouter des millions de gens qui ne perçoivent pas leur contenu extrêmement violent, extrêmement agressif et qui casse un siècle de droit du travail. Vous savez que déjà, il disait que le Code du travail devait être simplifié. Il y a l'édition 2017-18 du Dalloz qui vient de sortir avec les lois El Khomri. Il y a 200 pages de plus. C'est pas vraiment une simplification. Et vous vous rappelez sans doute, je le dis toujours, de Poujadas dans cette émission au journal télévisé. Ouais, ouais. Il avait montré le Code du travail en début en disant 1,4 kg. C'était extrêmement agressif pour des millions de gens. Ça veut dire c'est 1,4 kg, c'est pas pour vous. 1,4 kg, ça sert à rien. 1,4 kg, c'est du poids, de l'encombrement, de la gêne, de la complication. On va vous simplifier tout ça. C'est une façon de présenter de façon extrêmement négative et perverse un des droits les plus fondamentaux des travailleurs de notre pays et qui a tellement été difficile à obtenir que ça en a été caricatural de dire 1,4 kg, quoi. En fait, vous vous rappelez peut-être aussi de Bayrou qui avait balancé le Code du travail sur la table à des paroles et des actes. 3900 pages, c'est ce qu'empêche de travailler en France. Un geste un peu de bateleur. Puis après, il avait montré un petit opuscule en disant regardez, c'est le Code du travail en Suisse, il est tout petit, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chômeurs en Suisse. Il faut prendre quand même les gens pour des gogos pour arriver à des trucs pareils. D'abord, il mentait, puisqu'il n'y a pas de Code du travail en Suisse, et que le texte qu'il présentait était un traité pour la paix au travail signé entre les cantons en 1945, et que les cantons ont du droit civil, ils n'ont pas du droit du travail. Mais en droit civil, c'est parfois beaucoup plus long encore que le droit du travail. C'est-à-dire que chaque canton a un volume de texte qui est bien supérieur à ce qu'est notre code, même de 3900 pages. Et dans 3900 pages, il y a 3300 pages de commentaires, 675 pages de loi. Le reste, c'est les arrêtés, les décrets, les glossaires, les sommaires, la jurisprudence, le commentaire de la jurisprudence, comme tous les codes d'ailleurs. On a 27 codes en France. Pourquoi s'en prennent-ils spécifiquement à la grosseur du code du travail? Le code des affaires maritimes, le code de l'agriculture, le code pénal, le code civil, le code des impôts, le code de la sécurité sociale sont encore plus gros que le code du travail. Donc c'est assez grossier. C'est l'objet d'une propagande assez désagréable que d'attaquer les gens comme ça pour leur enlever ce qu'ils ont, j'y reviendrai, de plus essentiel. J'en finis sur le poids du code. C'est minable hein, de commencer par ce genre d'argument. Mais c'est ce genre d'argument qu'ils utilisent en premier. Je vous donne un détail pour, si vous voulez en discuter avec vos voisins, hors de cette salle après. Le code du travail allemand, il fait 1,7 kg. Donc on peut être tranquille. Et quant au poids des lois, 675 pages de loi, dans le code, c'est 250 grammes. Bon, voilà, on termine avec ce sujet de la complexité du code. Ensuite, deuxièmement, il dit c'est un vieux code. C'est vrai, bien sûr. À l'origine du code, et merci de m'avoir dit que j'allais faire un petit peu d'histoire, il faut remonter, je dis toujours, au docteur Villermé. Vous le trouverez sur Internet. C'est l'étude de la situation physique et morale des ouvriers et des ouvrières dans les fabriques, comme on disait, en 1840. Et le docteur Villermé a fait une étude dans une vingtaine de villes. Évidemment, le tableau qu'il fait est catastrophique. Les gens travaillent 17 heures par jour, femmes et enfants travaillent, et ils meurent, il les voit mourir au travail. Je vous invite d'ailleurs, je fais une pub indirecte, quand il sortira, c'est la semaine prochaine, à aller voir Le Jeune Karl Marx, qui est un film il va être diffusé dans une dizaine de salles. Essayez de vous le procurer pour le passer, parce que vous verrez les jeunes, à l'époque, ils ont 25-30 ans, et ils font justement des enquêtes dans les entreprises, notamment le Engels, qui est le fils d'un patron qui a 3 grandes fabriques et qui préfère visiblement les ouvriers et les ouvrières que son père, et il fait une description aussi, en même temps que le docteur Villermé, sur dans les mêmes situations. Alors évidemment, c'est la naissance du prolétariat industriel, et là, c'est catastrophique. Donc, il vient l'idée qu'il faut quand même réguler. Et la régulation, la première, c'est sur la durée du travail. Il va falloir 80 ans, je le dis toujours, pour passer de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. Hein, ça rentre dans les textes seulement en 1920, après la Première Guerre mondiale.
Mais l'inspection du travail a été créée en 1892. Elle a été faite parce que les patrons se méfiaient les uns des autres. Donc c'est eux qui ont exigé une inspection au début. Parce qu'ils disaient, mais moi, si je baisse la durée du travail de 17 à 15 heures, ou à 13 heures, ou à 11 heures, et notamment c'était 11 heures pour les enfants, si l'autre, il ne le fait pas, je vais perdre. Donc ils se servaient à l'époque du droit du travail pour réguler la concurrence. Je mets le doigt sur quelque chose de vital, parce que si on acceptait de considérer aujourd'hui que le droit du travail est constitutif du droit de la concurrence, on changerait le monde entier. C'est-à-dire que ce serait les barrières qu'on ne peut pas franchir, c'est le respect des humains au travail. Et ça ferait partie des règles. Parce que là, le respect des humains au travail est exclu des règles de la concurrence. Et c'est pour ça qu'on a quand même un droit spécifique. Alors, le droit spécifique français du travail, il n'y en a pas partout. Hein. Il n'y en a pas aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est du droit civil. Et la totalité des pages consacrées au travail, c'est 36 000 pages. Vous imaginez Bérou sortant les 36 000. Bon, j'arrête. Et c'est en France, c'est la catastrophe de Courrières. Il faut toujours avoir ça en mémoire. En plus, c'était la plus grande catastrophe des mines de notre pays. 1099 morts le 10 mars 1906. La veille, le 9 mars, le gars qui est chargé des sécurités dans cette mine du Pas-de-Calais prévient le patron, dit il y a un incendie dans une des galeries, il ne faut pas aller travailler, il y a un grand risque pour demain. Le patron n'en a rien à faire et il dit à tout le monde d'aller bosser. Les gens vont bosser, ça explose. 1099 morts. Et le lendemain, tout le monde cherche s'il y a des survivants parce qu'il y a des disparus. Et le patron refuse de chercher les survivants. Il a des arguments comme Gattaz aujourd'hui. Ce ne sont pas nouveaux. Il dit sinon le charbon polonais va arriver. Et puis il dit sinon je ferme la mine, j'ai plus d'argent. Et donc les gens retournent bosser. Et c'est le 30 mars, c'est-à-dire 20 jours plus tard, que 14 salariés vont sortir par leurs propres moyens. Ils étaient restés enfermés dans les galeries. Ils ont creusé et ils ressortent au jour. Vous devinez dans quel état. Alors, à l'époque, il n'y a pas BFM Télé, CNews, mais ça choque tellement la France, c'est tellement énorme, quoi, que tout est connu. Et à ce moment-là, c'est Clémenceau, il crée le ministère du Travail, écoutez-moi bien, pour résister au ministère de l'Économie. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une cellule travail dans le ministère du Commerce et de l'Industrie, et là, il fait un ministère du Travail avec un droit du travail pour permettre aux salariés que plus jamais il y ait Courrières. Plus jamais ça. C'est-à-dire, ça veut dire une chose importante, c'est que le droit du travail, ce n'est pas le droit des entreprises. Le droit du travail, c'est le droit des femmes et des hommes qui sont dans les entreprises pour résister au patron. C'est ça, sa définition. C'est pas pour plaire davantage, ou huiler davantage, plaire... Non, non, c'est pour résister, pour défendre les humains au travail. Et vous ne pouvez aborder le code du travail et le droit du travail que comme ça. D'ailleurs, il est intégré comme ça dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il est intégré comme ça dans la déclaration, la charte, c'est la charte fondamentale des droits humains européenne de 1999. Vous avez une organisation internationale du travail, l'OIT. Pourquoi? Parce qu'on veut un droit du travail planétaire. On ne veut pas s'adapter pays, par souplesse au Bangladesh pour que les enfants travaillent. On veut combattre pour que les enfants ne travaillent pas non plus au Bangladesh, ni nulle part, parce que c'est comme ça que l'humanité progresse. Et si vous dites non, non, il faut être plus souple au Bangladesh ou en Égypte qu'ailleurs, voilà, ben vous vous appelez El Khomri ou bien Macron. C'est-à-dire que vous détruisez un droit universel pour en faire un droit boutique par boutique, entreprise par entreprise. Et si vous faites un droit boutique par entreprise, c'est plus du droit du travail, c'est du droit des entreprises. C'est la fin de Courrières, c'est la fin de la protection spécifique de ceux qui sont dans une situation d'exploitation. Alors là, j'ai dit un grand mot. Je me suis fait engueuler au départ pour avoir dit ça à l'époque, c'était Le Foll, Stéphane. Il dit, oh, mais pour Filoche, il exagère comme inspecteur du travail. Alors, j'ai été 30 ans, à peu près, inspecteur du travail. Moi-même, je suis un fils d'ouvrier. Mon père était menuisier chaudronnier à la SNCF. Ma mère était aide-soignante. J'ai dû travailler à peu près 14-15 ans dans tous les boulots qu'il fallait pour survivre. J'ai donc été chauffeur-livreur, conducteur de train, facteur, docker, ouvrier du livre, et puis je sais plus, facteur, pion, imprimeur. Donc tout ça, je fais tous les métiers qui m'ont permis de bien comprendre ce que c'était l'exploitation. Et puis après, j'ai été inspecteur du travail, j'ai donc passé un concours et j'ai dû visiter 9 ou 10 000 entreprises.
avec le code du travail à la main, en 30 ans. Donc j'ai une petite idée des entreprises. Quand je rencontre des patrons, je leur dis, je connais mieux que vous connaissez votre boîte, moi je les connais toutes. Je sais quand je rentre dans une entreprise, qu'est-ce que je vais voir. Parce que je sais quand c'est sa taille, quand c'est sa branche, quand c'est le métier, à quelles difficultés je vais me trouver posé. Et je sais comment réagissent les patrons, alors que même, ils croient qu'ils sont le monde entier. Ils ne sont qu'une toute petite partie de ce monde des entreprises. Alors, Le Foll, il avait dit de moi, il avait dit, ouais, Filoche, il dit que les patrons, c'est pas des humains. Il critique tous les patrons. Non, je critique pas tous les patrons, non. J'avais dit une fois, même pour exagérer, j'avais dit qu'un patron sur deux était un délinquant. Et on m'a dit, mais comment vous avez pu dire ça à l'AFP? J'avais dit ça en Bretagne. La Plo Hermel, le maire m'avait interdit de parole pour avoir dit ça. Et je rentre à Paris, l'AFP m'appelle et ils me disent, vous avez vraiment dit ça? Je dis, oui, c'est vrai, mais je me suis trompé, c'est plus d'un sur deux. Pour une raison très simple, c'est que ne pas payer les heures supplémentaires, c'est un délit. Et vous avez plus de 2/3 des employeurs qui ne payent pas les heures supplémentaires. C'est un délit. Il m'arrivait parfois de me prendre la tête. Je dis, mais monsieur, vous ne le payez pas, vous lui devez l'argent, c'est un vol. Et en plus, il est sous vos ordres et vous ne le payez pas. Bah oui, il faut les heures supplémentaires, ça se paye. Voilà, point. Parce qu'on prend sur la vie des gens, on prend sur leur vie privée, c'est au dernier moment, ça vous aide à ne pas embaucher, vous allez faire du profit dessus. Ah oui, parce que c'est ça l'exploitation d'une entreprise. Cazeneuve m'avait pris aussi la tête, il m'avait dit, ouais, il retarde Filoche, c'est pas un lieu d'exploitation, l'entreprise. Et qu'est-ce que c'est? C'est un dancing. On y va pour faire la salsa. Évidemment, c'est un lieu d'exploitation. Et j'ai des petits patrons qui me disent, mais tu me traites d'exploiteur. Mais c'est pas méchant. C'est la réalité. Si l'entreprise n'exploite pas sa main-d'œuvre, elle meurt. Il faut qu'elle fasse un plus-value sur la main-d'œuvre, sinon ça ne marche pas. Et ce à quoi sert le Code du travail, c'est à régler la façon dont ça se passe. Parce que justement, il y a une exploitation. Sinon, comment on va partager le prix de l'exploitation au couteau? À coup de latte, à la fin, à la sortie, à la fin du mois, tu ne m'as pas payé assez. Ben non, il y a des règles, c'est comme ça qu'il y a un SMIC, c'est comme ça qu'il y a des conventions, c'est comme ça qu'il y a des accords, c'est comme ça qu'on calcule. Et donc le Code du travail, c'est pour réguler l'exploitation des entreprises. Et alors, en plus, il faut dire quelque chose, dans l'entreprise, il n'y a pas d'égalité. Contrairement à ce qu'on nous dit souvent dans les télés, tout ça, parce que maintenant c'est la mode, entreprise. Mais dans une entreprise, ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Beaucoup d'entre vous savent ça très bien, mais souvent on le dit sans voir toute la portée de la chose. C'est l'entreprise, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de liberté. C'est l'employeur qui décide la naissance du contrat, la gestion du contrat et la rupture du contrat. Vous êtes subordonné. Et c'est pour ça que vous avez un code du travail en contrepartie de la subordination. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Parce que le MEDEF avait fait un colloque il y a quelques années sur la soumission librement consentie. Ça faisait savant. En anglais, c'était compliance without pressure. Mon anglais est très mauvais. Mais ça voulait dire que vous êtes soumis, mais donc vous n'avez pas besoin de contrepartie. Librement, vous êtes au service de l'entreprise. Et pourquoi des droits? Pourquoi compliquer? Voilà. Et moi, quand je rentrais dans les boîtes, je voyais des DRH, elle me disait, bonjour monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Chaque fois, je faisais un vélo. Je dis quoi? Pourquoi vous les appelez collaborateurs? Ils ne sont pas déclarés, vous ne les avez pas mis sur le registre du personnel, ils sont clandestins, qu'est-ce qui se passe? Non, bien sûr que non, monsieur, ils sont déclarés, monsieur l'inspecteur. Ils sont sur le registre, bien sûr. Ben, je dis, alors pourquoi vous les appelez collaborateurs? Ah ben parce que c'est pour les flatter, c'est pour mais je dis, mais ça, vous vous rendez compte si c'est valorisant, si on avait mis le mot collaborateur en 1945 dans le Code du travail, vous imaginez ah mais non, on n'est pas de la même génération, monsieur l'inspecteur. C'est parce que pour nous, c'est mieux de parler de collaborateur. Ben, en quoi c'est mieux? On ne peut pas être à la fois subordonné et collaborateur. Donc ça masque quelque chose de façon extrêmement précise. Dans mon gros code du travail, je n'ai pas le mot collaborateur. Pourquoi vous l'y introduisez? Pourquoi vous changez la notion de salarié par collaborateur? Il y a quelque chose qui se passe derrière, évidemment, on comprend tous, c'est parce que c'est pour faire croire que dans l'entreprise, on a le même challenge, dans le même défi, c'est le même bateau.
Enfin, jusqu'à ce que le patron il parte avec le bateau, vous restez amarré sur le quai au pôle emploi, et vous avez tout de suite compris que vous n'étiez pas collaborateur, si vous n'en étiez pas aperçu auparavant. Donc, vaut mieux savoir sa place dans l'entreprise pour avoir ses droits. Et il monte toujours dans les médias sur ça, sur cette petite idée. Vous savez, quand il y a eu le travail le dimanche, il disait « Vous allez travailler le dimanche par volontariat ». Mais il n'y a pas de volontariat en droit du travail, c'est impossible. Essayez de travailler le dimanche si votre patron ne veut pas. Essayez de travailler le dimanche, de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Évidemment, vous êtes subordonné. Et donc, le Code du travail, toutes les lois sont des contreparties à cette subordination. Alors là, on avance, parce que j'ai l'histoire du Code, j'ai la définition du contrat, j'ai la fonction du Code, et surtout, j'ai la place des humains au travail. Et c'est la place des humains au travail qui est en cause dans toutes les ordonnances et depuis la loi El Khomri. Le jour où François Hollande, hélas, c'était le 15 septembre, c'était il y a 2 ans, 2015, dans une conférence de presse, il a dit, moi j'étais devant mon poste de télé, et je vous assure que j'étais sidéré. Il a dit, nous allons adapter les droits du travail aux besoins des entreprises. Mais en une seule phrase, c'était une contre-révolution. C'était un siècle d'histoire qui était balayé. Parce que ça faisait 100 ans, depuis Courrières, qu'on adaptait les entreprises aux besoins des humains. Si vous faites l'inverse et que vous adaptez les humains aux besoins des entreprises, c'en est fini, c'est plus des droits par définition. C'est la négociation permanente, on va vous prendre la demi-heure à la fin de soirée et on va vous faire travailler 2 fois plus sur un truc sans jamais revaloriser votre salaire. Et donc, toutes les règles sautent en éclats, non seulement vous êtes subordonné, mais vous êtes soumis et vous n'avez plus la possibilité de vous défendre. Et ce qui a été fait, alors depuis plus de 15 ans, parce que l'origine de tout ce qu'on connaît là, c'était dans la refondation du MEDEF, pour ceux qui ont un peu d'histoire, entre 1999 et 2001. À l'époque, le MEDEF venait de se créer, parce qu'avant c'était le CNPF. Alors je ne défends pas le vieux CNPF contre le MEDEF, mais le jour où Lionel Jospin avait dit à Matignon, nous allons faire, c'était le 10 octobre 1997, les 35 heures, le MEDEF était convié à la réunion, le CNPF, celui qui le représentait s'appelait Jean Gandois, et il s'est passé un événement historique extraordinaire sur le parvis de Matignon, du Premier ministre de ce pays. Le chef du patronat a dit « je démissionne, parce que je ne veux pas des 35 heures, on vient de me dire qu'elles vont être faites par la loi, et j'ai été berné, on m'a dit que ça ne serait pas fait, ça va être fait, et il faut mener la guerre contre le gouvernement Jospin et les 35 heures, et nous allons nommer des tueurs. 2 tueurs ont été nommés, l'un c'était le baron Seyer à l'époque, et l'autre c'était Denis Kessler, qui ont été remplacés par Madame Parizeau, puis par Gattaz, et nous allons nommer des tueurs pour faire cette guerre au gouvernement. Vous savez que dans un pays, on nous parle souvent de civilisation, de respect, etc. Le chef du patronat qui, sur le parvis du Premier ministre, dit « on va lui faire la guerre, on va nommer des tueurs pour le descendre », c'était rare quand même. Et à l'époque, le MEDEF a fait des conventions pendant 2 ans où il a dessiné tout ce qu'il voulait. La case du Code du travail, la sécurité sociale, les cotisations sociales, etc., etc. Je peux vous dire, j'ai étudié les textes en détail, et là il me faut des heures pour vous le démontrer sur tous les sujets. Je peux vous dire que depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, sur tous les sujets, il est en passe de gagner la partie à pratiquement 90-95%. Et la destruction a commencé avec une recodification du Code du travail entre 2004 et 2008, parce qu'il nous mente, il joue sur l'ignorance des gens délibérément. Le Code du travail a déjà été réécrit entièrement, par leurs soins, par une ordonnance, qui est de décembre 2004. Et l'ordonnance, elle a fait qu'ils l'ont rebâti. Il y avait 9 livres, ils en ont fait 8 livres, ils ont enlevé 10% du texte. Il y avait 1100 lois, ils en ont enlevé 500. Ils ont redécoupé les 500 lois restantes en 3850 lois. Ils ont renuméroté, parce que c'était à 3 chiffres, à 4 chiffres. Ils ont supprimé des choses absolument considérables. Ils ont enlevé, par exemple, la durée du travail qui était dans le chapitre santé. Ils l'ont mis dans le chapitre salaire. Et je vous assure que conceptuellement, ce n'est pas du tout la même chose. Et ils ont modifié complètement, en comble, le texte entre 2004 et 2008. Et ils s'y sont acharnés, vous savez. Ils informaient à peine les syndicats. Chirac a proclamé le nouveau Code du travail, c'était en mars de 2007, en pleine campagne présidentielle. Pleine campagne présidentielle. Et il a fait comme d'habitude, il a dit oui, je le programme, mais il sera en vigueur plus tard.
Et il a été fini d'être écrit, il est rentré en vigueur le 1er mai 2008. Ils n'avaient pas encore écrit tous les arrêtés, tous les décrets. Mais quand il a fait ça, Chirac savait ce qu'il faisait. Il était déjà passé à l'acide, le code. Et c'était pour le chômage, pour limiter le chômage, c'était pour limiter la crise, c'était pour le bien, c'était parce qu'il était trop compliqué, parce qu'il était trop gros. Voilà, moi, je me rappelle encore des détails, parce que, comme les ordonnances, il fallait que ce soit ratifié. Alors bon, à l'époque, Parisot, elle disait, la liberté de penser s'arrête là où commence le Code du travail. Elle disait, la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Elle disait, le licenciement, il faut arrêter avec ça, il faut remplacer le mot licenciement par séparabilité. Et elle disait, c'est comme un divorce. Et moi, je disais, je suis toujours le même qui garde les meubles. Et à l'époque, Larcher, oui, il avait dit, il y en a assez de ces ayatollahs de la Cour de cassation qui donnent des interprétations salafistes des temps forts du Code du travail. C'était tout le baratin, ça existait déjà à cette époque-là. Et alors, il fallait ratifier les ordonnances, parce que là, l'ordonnance que Macron a signée hier et qui est dans le journal officiel de ce matin, elle doit être ratifiée. Donc nous avons encore des délais. Et la ratification de l'ordonnance de décembre 2004, elle devait se faire avant septembre 2006. Il y avait un délai. Et puis le pauvre Villepin, le pauvre entre guillemets, qui lui aussi voulait faire le CNE, contrat nouvelle embauche, puis le CPE, contrat première embauche, a eu des ennuis au moment du contrat première embauche, et qui voulait faire de la transformation du Code du travail son cheval de bataille pour être candidat contre Sarkozy. Vous avez oublié tout ça, mais ça, à l'époque. Et il n'a pas pu le faire à cause du CPE. Et c'est resté en rade. En 2006, c'était pas fait. Il a fallu qu'il vote une loi pour prolonger le délai de ratification des ordonnances. Il faut s'en souvenir, parce qu'on peut toujours remettre en cause des ordonnances. Leur ratification est encore prolongée le moment où ils sont ratifiés. Et donc, la ratification est venue au Sénat finalement septembre 2007. Le Sénat avait ratifié la réécriture du Code du travail en 20 minutes. 994 pages, format A4. Moi, j'étais dehors, je discutais avec 2-3 sénateurs, qui ont dit, vous essayez de faire quelque chose, etc. Et Raffarin était venu m'engueuler en me disant que personne ne s'occupait du Code du travail, et que c'était pas un problème, il était trop gros déjà. Et moi, j'avais essayé avant que ça passe à l'Assemblée nationale. C'était prévu en début décembre, et personne ne s'intéressait. Personne ne s'intéressait. Et moi, j'avais cherché un article, j'en avais passé un à Libé, et personne ne les prenait. Puis il y a une fille, une remplaçante, qui me dit, vers novembre 2007, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, monsieur Filoche, on réécrit le Code du travail? Je dis, oui, ça fait déjà 2 ans. À me dire, je vais la passer, votre tribune, dans 15 jours. Ça me surprend, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors, j'ai dit, en 15 jours, ce sera trop tard. Alors, elle me l'a passé. Vous pouvez retrouver, c'est le 23 novembre 2007, massacre du Code du travail dans un silence général. Je signais à la tribune, j'en revenais pas d'un pareil titre. Et alors le matin à 9h, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'était un membre du Conseil constitutionnel, dites donc. Pierre Jox, il n'y est plus. Mais à l'époque, c'était le seul qui était syndiqué à la CGT. Il n'y avait pas beaucoup de membres du Conseil constitutionnel syndiqués à la CGT. Et il m'appelle et il me dit, Gérard, qu'est-ce qui se passe? Alors je suis venu avec ma clé USB, mes dossiers sous le bras pour lui expliquer. Mais il me dit, j'ai jamais entendu parler de la réécriture du Code du travail. Et ça tombe bien parce que ça va t'arriver au Conseil constitutionnel. Et lui, il me dit, mais ils s'en foutent. Tu te rends compte, Giscard et Chirac du Code du travail, ils n'ont jamais ouvert. Ils vont pas s'intéresser à ça. Je dis, on va avoir du mal à empêcher qu'il soit ratifié. Et j'avais fait 150 amendements pour rétablir le droit ancien dans le droit nouveau. Et c'est arrivé le 4 décembre. Et là, le groupe de gauche, le groupe socialiste, c'est extraordinaire quand le chemin parcouru. Le groupe socialiste s'était bataillé 8 heures. Ça n'avait pas duré 20 minutes comme au Sénat, pour défendre mes amendements. Et j'ai le journal officiel, parce que la droite avait nommé une députée très récente de 2016 qui s'appelait Jacqueline Hirls, qui était de Perpignan, qui ne connaît absolument rien au droit du travail. Et on lui avait dit, tu t'embêtes pas, chaque amendement que la gauche va présenter, tu dis, c'est à droit constant. Ça change rien, ça change rien. Et la fille, elle va dire 250 fois, c'est à droit constant, toute la nuit, parce que ça dure 8 heures. Et alors là, lisez, vous retrouverez les discours de Hollande, les discours de tous, pour défendre le droit du travail, bec et ongle, contre la liquidation de la droite, qui veut absolument le passer à l'acide, et que vous verrez tous les discours à l'époque, c'est aujourd'hui les miens contre eux. Et le code, là, évidemment, l'UMP a quand même voté, là.
ratifié les ordonnances, elles ont été validées par le Conseil constitutionnel en janvier 2008, puis elles sont rentrées en vigueur. Je vous rappelle ça, ça paraît curieux, mais pour vous montrer qu'il y a un acharnement depuis 10 ans. Et que le degré du mensonge, puisqu'il a déjà été réécrit, puisque ça avait déjà été fait, puisque ça devait déjà faire de l'emploi, ça n'a rien fait du tout, bien entendu. Ça a seulement mis les petits doigts dans l'engrenage pour faciliter les licenciements, pour détricoter les prud'hommes, pour détricoter la médecine du travail, pour détricoter l'inspection du travail, pour détricoter le pouvoir des branches par rapport aux entreprises, et déjà introduire la possibilité d'accord dérogatoire de la branche par rapport, de l'entreprise par rapport à la branche ou par rapport à la loi. Et après arrive l'ANI, Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, qui vient à la loi Sapin du 14 juin 2013, puis la loi Rebsamen du 9 août 2015, la loi Macron numéro 1, 508 articles, si vous voulez que je vous en parle, 508 articles du 8 août 2015, dont dedans des perles extraordinaires, hein, du genre, quand il y a dépôt de bilan de l'entreprise, maintenant la résidence principale du patron est protégée. Pas celle du salarié. Hein. Bon, c'est passé. C'est passé. Et tout était déjà dans ces lois, mais ça ne suffisait pas. Donc après, ils ont fait la loi El Khomri. Là, ça s'est encore emballé. Et là, vous avez le fond. C'est-à-dire vous avez la destruction du droit fondamental, de l'état de droit, la destruction de l'ordre public social, et vous en êtes entreprise par entreprise. Alors comment interpréter la façon dont ils présentent les ordonnances aujourd'hui, Pénicaud et Philippe? C'est simple. Vous les écoutez et vous interprétez à l'envers ce qu'ils disent. Et vous êtes dans la vérité. Quand ils vous disent que c'est pour les petites entreprises, comprenez que c'est pour les grandes. Quand ils vous disent que c'est pour les branches, comprenez que c'est contre les branches. Quand ils vous disent que c'est pour faire de l'emploi, comprenez que c'est pour faire du chômage. C'est comme les gens, ils font toujours ça. Quand ils font la guerre, c'est pour au nom de la paix. Bon, c'est ça, exactement ça, et je peux vous démontrer d'ores et déjà, on va pas prendre tous les points, mais prenons l'affaire des petites entreprises. Alors en France, il ne faut pas croire à un gars comme Manuel Valls et autres qui crient « Vive l'entreprise !» Ça ne veut rien dire, c'est comme si vous criez « Vive les poissons !» Il y a des requins, il y a des sardines, ce n'est pas les mêmes. Et dans les grandes entreprises, vous en avez 1000 seulement, qui font 50% du produit intérieur brut en France. Quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses, parce qu'après on s'en mêle, les PME, les PMI, les ETI, tout ça. Non, 1000 entreprises font 50% du pays. Et il y a 1 million à la base d'entreprises de moins de 11. De votre boulanger, de l'artisan, tout ça, etc. Dans celles de moins de 11, elles font travailler 4 200 000 personnes. C'est le Moyen-Âge déjà en droit du travail. Il n'y a pas de délégué du personnel, il n'y a rien, et tout effectivement déjà est à la tête du patron et de la relation avec son groupe de salariés. Entre 11 et 1000. Alors, vous avez 97% d'entreprises en dessous de 50 salariés. 97%. Et vous savez que c'est à 50 que commence le seuil des comités d'entreprise, des CHSCT, et de toutes les institutions représentatives du personnel. Donc 97% des entreprises n'ont déjà pas de comité d'entreprise. Quand vous avez cette image-là, vous touchez le cœur entre les petites et les grandes. Et dans ce cœur-là, en gros 200 000, 80% des entreprises sont sous-traitantes. Elles ne sont pas indépendantes. 40% d'entre elles n'ont qu'un seul donneur d'ordre. C'est-à-dire que quand vous donnez de l'argent crédit d'impôt à une de ces entreprises, c'est le donneur d'ordre qui ramasse. Parce que quand il passe le marché l'année suivante avec la même entreprise, il dit « dis donc, t'as reçu de l'aide de l'État, dis donc, on t'a facilité le droit du travail, il n'y a plus de CE, il n'y a plus de machin, les heures sup sont baissées et tout ça, donc moi, je te donne moins pour le marché que l'année dernière. » Donc en vérité, ce système permet d'enlever tous les clapets qui permet à l'argent de remonter. Donc, quand vous dérégulez totalement dans le monde des petites entreprises, vous mettez des sous dans la caisse des grosses. Le boulanger qui a un problème de sous, c'est pas avec sa petite apprentie, même quand il lui fout des baffes, j'ai vu ça tellement de fois. C'est pas parce qu'elle veut partir à 20h le soir, puis que ça le met en pétard, parce qu'elle s'en va à 20h pétante. Bah oui, elle a le droit de partir à 20h pétante. Voilà, c'est le droit. Mais le boulanger n'aime pas. Donc, il se retourne contre la petite apprentie ou sa petite vendeuse. Mais c'est pourtant pas son problème économique numéro 1. Son problème économique numéro 1, c'est le prix de son pétrin. Et ça dépend de la métallurgie.
ou c'est le prix de sa farine, et ça dépend de l'agroalimentaire. Et c'est là que se fait la décision pour tout. Les petites entreprises sont soumises, et les moyennes aussi. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui dirige le petit patron? Parce que le petit patron, il est dirigé par le banquier et par son donneur d'ordre. Et donc, tout ce que vous enlevez comme protection pour les salariés de ces boîtes-là, bah, ça fait que le donneur d'ordre et le banquier, ils décident encore mieux, plus facilement, et ils font des marges beaucoup plus consistantes. Une fois qu'on comprend ce système, c'est pas, quand on enlève les délégués des petites entreprises, c'est pas fait pour elles. Alors, dans les moins de 50, 97%, il y a 8 millions de salariés. 50% des salariés. Et maintenant, il n'y aura plus de délégués du personnel du tout. Avant, il y en avait. Moi, je vous raconte, je ne sais plus, je suis dans le 3e, j'avais une petite entreprise de bijouterie, il y avait avec du sertissage, des petits bijoux et tout. Et il y avait 8 femmes qui travaillaient toute la journée assises sur des tabourets de bois rond. La seule chose qu'elles demandaient, c'était d'avoir un siège avec quand même un accoudoir et un peu plus confortable, parce que rester 8 heures toute votre vie sur un tabouret de bois rond, et vous verrez que c'est un instrument de torture. Et elle avait fait une pétition. Jamais on fait une pétition chez moi, il n'en est pas question. Je suis un ancien ouvrier, il n'y aura pas de syndicat, il n'y aura pas de délégué. Alors, moi, j'étais comme inspecteur ici. Vous êtes 14 dans l'entreprise, il va y avoir un délégué. Donc, je m'ai obligé d'élection. Il ne voulait pas, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Mais oui, mais son avocat lui a quand même dit qu'il fallait, parce que sinon ça va lui coûter très cher, qu'il allait. Bon, il fait des élections, finalement il y a une déléguée, une suppléante, puis il a été obligé de négocier, puis un jour, au bout de 4 mois et 6 visites de l'inspecteur, ils ont eu des sièges. Mais vous savez, si vous n'avez plus les moyens d'avoir des délégués, plus les moyens d'avoir une pression, vous restez assis sur des tabourets de bois ronds. C'est aussi simple que ça. Et là, avec les ordonnances, entre 1 salarié et 20 salariés, il n'y a plus de délégués. Alors, par contre, l'employeur peut choisir quelqu'un et signer un accord avec lui pour changer la donne dans la boîte sur le salaire ou sur autre chose. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il va choisir l'employeur? Son neveu ou le comptable. Donc l'accord d'entreprise, il est réglé d'avance, personne n'aura son mot à dire. Et entre 20 et 50, là, il faudra élire quelqu'un. Mais ça ne sera plus forcément un syndiqué ni un mandaté par un syndicat. Ça peut être n'importe qui. Ça sera encore son neveu ou le comptable. Et donc, vous livrez à peu près 8 millions de salariés à l'impossibilité d'avoir une défense juridique pour avoir des délégués. Je le dis parce que c'est anticonstitutionnel, savez-vous. La Constitution française dit « Les salariés s'expriment par l'intermédiaire de leurs délégués et participent ainsi à la gestion des entreprises ». Et bien là, vous avez un champ de 50% des salariés, par ces ordonnances, qui échapperont à un droit qui est pourtant constitutionnel. Vous direz, on pourra l'invoquer, on va l'invoquer, on pourra faire tous les recours qu'on voudra, on ira même auprès de l'OIT, auprès du Bureau international du travail, on invoquera même la Charte fondamentale européenne, des droits humains européenne, mais il faudra des années pour essayer de contrer les effets de ces ordonnances que l'autre explique triomphalement qu'elles s'appliquent à partir du 1er janvier 2018. Alors, voilà pour les petites boîtes. Les petites boîtes sont laminées dans... Alors, comment ça va se passer après que ça va vouloir dire là? Moi, je vous fais une parabole, que j'utilise toujours la même, je m'excuse si vous l'avez déjà entendue, mais ces 3 boîtes d'habillement dans le 3e arrondissement, il y en a une rue Saint-Martin, 45 salariés, et une rue Mellet, 35 salariés, et une Notre-Dame de Nazareth, 15 salariés. Celle de la rue Saint-Martin, le patron est un peu un tyran, c'est clair, il préfère avoir garé sa voiture dans sa Jaguar, là où on ferait un vestiaire pour les salariés, c'est sa vision du monde. Et les femmes, parce que c'est des femmes, sont 4 rangées de 10 devant leur machine. La contremaîtresse est sur l'estrade, surélevée. Elle les surveille, elles n'ont pas le droit de parler entre elles. Et il faut lever le doigt pour aller faire pipi. On n'est pas au 19e siècle, hein, c'est pas le docteur Villermé, c'est Paris, 3e arrondissement. Je vous fais visiter ça quand vous voulez. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette boîte? Le patron est monté sur l'estrade, puis il a dit, bon, on va passer les heures supplémentaires de 25% à 10%, après la loi El Khomri. Il y a quelqu'un qui est contre? Personne. Aucune des femmes dans la salle n'a bougé. Il n'y a pas d'épée, rien, elles ont peur. Elles veulent leur boulot. Elles ont calculé dans leur tête, parce qu'elles y tiennent à leurs heures supplémentaires, combien il fallait faire d'heures à 10% pour obtenir ce qu'elles avaient quand elles étaient payées à 25%. Et le patron, il a signé un papier, et tout seul, puis il est allé le porter à la directe au travail, puis il a dit, on a négocié dans mon entreprise. Maintenant, les heures supplémentaires sont passées de 25 à 10%.
Et vous croyez que ça ne va pas se passer comme ça dans la majorité des cas? Bien sûr. Allez dans une boîte du bâtiment, vous allez voir l'entreprise générale, si le gars il va pouvoir négocier. Ferme ta gueule et fais-le parce que sinon je te vire. C'est aussi brut que ça. Hein. Dans le bâtiment, on n'est pas poli en général. Il y en avait qui voulaient qu'on respecte la langue de Molière dans le bâtiment. Et ne savent pas très bien qu'on n'y parle pas dans le bâtiment. De toute façon, parce que même dans un chantier, il y a à peu près 40 langues différentes et qu'on fait des gestes pour dire les choses et que c'est à coup de pied dans le cul qu'on se fait virer et il n'y a pas de lettres. Hein. Alors, vous voyez ce que ça va être dans ces conditions. La boîte de rue Saint-Martin va faire école. Mais tous les patrons ne sont pas tous pareils, bien sûr. Et là, le deuxième patron de la rue Mellet, il est plus sympa. Lui, il dit non, je vais les maintenir à 25%. Je ne les gagne pas beaucoup, je les connais, ma boîte tourne. Non, je ne peux pas leur faire ça. Mais c'est le banquier qui va arriver, qui va dire au petit patron, mais dis donc, monsieur l'employeur, moi je suis banquier, ce qui m'intéresse, c'est les marges des entreprises. Et vos marges, elles sont tout petites. Là, à côté, je ne veux pas vous dire, mais rue Saint-Martin, ces marges sont autrement plus importantes. Et là, vous allez avoir un trou à la fin du trimestre, un découvert. Et il faut que je le couvre, moi, banquier. Mais si vous voulez que je vous aide à couvrir le trou à la fin du trimestre, il faut que vous vous aidiez vous-même. Moi, je veux bien vous aider, mais... Alors, le petit patron va regarder le banquier, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et le banquier va dire, pourquoi vous ne passez pas les heures supplémentaires de 25 à 10%? Alors, avant la loi El Khomri, le taux des heures supplémentaires, c'était la loi. Le petit patron pouvait dire au banquier, je ne peux pas, c'est la loi. Mais maintenant, ce n'est plus la loi. Donc, il faut céder au banquier. Et donc, il va aller voir ses filles, les unes après les autres, puis il va leur dire, écoute, ça vraiment, je suis désolé, moi, je voulais vous maintenir, si avec moi, je vous maintenais à 25%. Mais je ne peux pas. Si je ne vous maintiens pas à 25%, on met la clé sous la porte. Et tout le monde va dire, bah oui, il faut baisser les heures sup, parce que sinon, ils mettent tous la clé sous la porte. Et c'est comme ça que ça va se passer. Quant au troisième, je le cite toujours pour mémoire, rue Notre-Dame de Nazareth, il fait aussi de l'habillement, il fait des blousons. Alors, quand il s'en fout des lois. De toute façon, il a déjà 3 procès-verbales sur le dos, il a déjà pris des clandestins, il triche absolument sur tout. Mais c'est quand même son comptable qui va lui venir le voir, puis qui dit ouais, on arrête de s'emmerder avec les heures supplémentaires, dis donc. Hein, parce que, regarde, René, il a écrit les heures supplémentaires peuvent être majorées ou compensées. Bah, compenser, dis donc, on n'est pas obligé de les payer alors. Et ils vont donner 2 blousons aux salariés à la fin du mois pour compenser les heures supplémentaires. Et je viens de vous décrire comment, à 3 rues d'intervalle, dans la même branche, du 3e arrondissement, au cœur de Paris, le dumping social dont on parle toujours entre, je sais pas, Sofia, Bucarest, Varsovie et Paris, va s'exercer dans les entreprises de notre propre pays pour baisser le coût du travail et pour baisser le salaire et augmenter la durée du travail. Et alors après, avec les ordonnances, c'est là qu'il faut que je vous fasse alors. Il y a des gens qui disent, oui mais non, c'est quand même la branche qui va arbitrer. Ce n'est pas vrai. Là, c'est page 32. Vous allez voir, j'ai fait la liste exacte des 43 dérogations que l'entreprise va pouvoir faire à la branche. Pas seulement sur les heures supplémentaires. Sur 43 sujets différents. Vous demandez, qu'est-ce que ça peut être? Je ne vais pas vous lire les 43 parce que vous allez partir avant, mais quand même. Fixation du contingent d'heures supplémentaires et conditions de son déplacement. C'est négociable dans l'entreprise. Mise en place d'un repos compensateur de remplacement et conditions de prise de ce repos. C'est dans l'entreprise. Conditions de forfait en heures ou en jours sur l'année. Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, pouvant aller jusqu'à 3 ans. Vous voyez un peu votre vie aménagée sur 3 ans? Moi, je suis un vieux conservateur, je suis pour le 3-8, moi. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Parce que le corps humain, il n'est pas aménageable sur 3 ans, ni même au-delà. Le corps humain, il a besoin, pour travailler, de se reposer, et la famille et la vie et tout ça sont aussi nécessaires. Les 3-8, c'était un mot d'ordre extraordinaire de nos aînés au début du siècle dernier. Maintenant, avec les modulations, les 3-8, c'est un fantasme. Maintenant, les durées du travail quotidiennes peuvent être allongées, même les durées maximales de 10 heures peuvent être allongées au niveau de l'entreprise. Les durées hebdomadaires, la durée maximale était de 48 heures, peuvent être allongées au niveau de l'entreprise. Vous avez des contreparties au temps d'habillage et de déshabillage ou au temps de déplacement professionnel dont la durée dépasse un temps spécifique et peuvent être négociées au niveau de l'entreprise. Vous avez la même chose pour les règles enfin bon, je ne vais pas vous les lire tous, hein, pour les congés pour le décès dans la famille, les congés maternité, qui vont pouvoir être négociés au niveau de l'entreprise et qui ne sont plus d'ordre public social, qui ne sont plus de loi.
S'ils sont négociables. Et quand vous regardez tout ça, vous êtes effrayé par ce que ça va donner dans l'entreprise comme transformation possible et la disparition quasi totale du droit, puisque vous allez être obligé de tenir compte du rapport en l'occurrence. Et j'en donne un pour vous faire sourire. L'entreprise pourra décider quand commence la semaine. Oui, vous croyez bêtement que c'est le lundi, n'est-ce pas? Comme moi, tout ça, lundi. Non, le BHV a décidé que la semaine commencerait le mercredi. Parce qu'il y a des textes de loi qui majorent le 7e jour. Alors le 7e jour, si la semaine commence le mercredi, c'est pas le dimanche. Et maintenant, vous pouvez négocier le dimanche. Au début, ils vous disaient « Oh, les gens vont gagner plus le dimanche ». Il y a tellement de monde qui a cru ça. Les gens ne regardaient pas. Le travail du dimanche, ça va être augmenté après négociation. Les gens disent « ça va être augmenté ». Mais ce n'était pas la loi. C'était après négociation. Et maintenant, la négociation, dans tous les endroits, ils ont fait travailler des gens le dimanche. Ils disent, il n'y a pas assez de clients, on baisse. C'est pas la loi, c'est pas 150%, 200%, c'est la négociation. Donc le travail du dimanche est banalisé pour rien, pas une flèche de plus à l'arrivée. Et donc, l'effet général va être absolument considérable. Vous ai-je convaincu qu'il ne faut pas écouter Pénicaud et Philippe quand ils disent c'est fait pour les petites entreprises? S'il y a des questions, je veux bien revenir dessus. Et on prend un deuxième exemple. La branche va avoir des pouvoirs. Oui, la branche va avoir un pouvoir. Elle pourra fixer la possibilité de contrats, de missions, de projets, de chantiers qui remplaceront, alors là c'est des CDD sans D et des CDI sans I. C'est-à-dire qu'on vous embauche pour une tâche. Alors ça a une conséquence, la tâche peut être pour 3 mois, vous imaginez. Hein. Alors soit vous allez vite pour l'accomplir, mais vous raccourcissez votre propre durée de travail, soit vous n'allez pas vite, mais le patron trouve que ce n'est pas suffisant, il va en prendre un autre parce qu'il peut définir la tâche comme il veut. Et il n'a pas de lettre de licenciement à faire, et il n'a pas d'indemnité de précarité d'emploi. Parce que le licenciement, dont je vais vous parler après, quand il y a un accord d'entreprise qui est signé entre le patron et son neveu, moi j'ai vu autour de la place de la République, le mec qui vend des valises, il a signé, il a mis sa maîtresse. Bon, c'est comme ça, c'est simple, il signe avec elle, et après les gens qui refusent l'accord d'entreprise sont licenciables à leur faute. C'est-à-dire que c'est une cause réelle et sérieuse. Vous ne pouvez pas dire, non, c'est prévu, les prud'hommes ne vous donneront pas d'indemnité si vous refusez d'appliquer l'accord d'entreprise signé entre le patron et sa maîtresse, il a 4 boutiques de vente de valises, il se paye 5 000 € par boutique, il a 20 000 €, il gagne plus que le président de la République lui-même, il ne veut pas faire les 35 heures, et il fait, dans ces conditions que je viens de vous dire, la définition du travail pour les vendeurs de valises qui sont payés au SMIC. Mais qui empêchera ça si vous n'avez plus de loi? Ces cas-là, ont tout ouvert pour pouvoir faire ça. Alors évidemment, s'il y a des vendeurs de valises plus honnêtes, ils ne feront pas ça. Mais la logique dans le capitalisme, ce n'est pas le profit, c'est la recherche du profit maximum. Moi, quand j'étais jeune, j'ai mis 15 ans à comprendre ça. J'ai fait des tracts contre le profit. Ben non, le profit, c'est bien. Parce que le profit, c'est lié à toute activité humaine. C'est gratifiant. Le système capitaliste, ce n'est pas le profit, c'est le profit maximum. Si vous ne faites pas le profit maximum, l'autre vient vous prendre le marché à votre place. Et donc, vous voulez être bon et généreux avec vos salariés, mais oui, mais votre boîte, elle crève. Donc, vous ne pouvez pas être bon et généreux avec vos salariés. Une fois qu'on a compris ça, on comprend comment tout ça va s'appliquer de façon terrible, lentement. Oh, ça ne va pas être du jour au lendemain, mais en 1 an, 2 ans, 3 ans, vous aurez à la fois des centaines de milliers de licenciés en plus, et vous aurez des baisses de salaire absolument considérables. C'est une vraie défaite, hein. La plus grande défaite de l'histoire de notre pays social depuis 1945, si ça passe. Bon, alors, les contrats de projet et de mission. Je reprends un des exemples que je sais, je pratique dans les vidéos, mais je trouve qu'il est pas mal d'aller voir un film qui s'appelle Queimada. Q-E-I-M-A-D-A. Allez, chopez-le sur Internet, c'est Gilles Pontecorvo. C'est le gars qui a fait la bataille d'Alger, il a été longtemps interdit en France. Puis un jour, il a fait un grand film sur la libération des esclaves, avec Toussaint l'ouverture à Haïti. Et le héros principal du film s'appelle Marlon Brando, c'est un grand acteur quand même. Alors les esclaves se soulèvent, je vous la fais courte, les propriétaires terriens les répriment, il y a toute une série d'histoires, d'amour, de vie, tout ça. Et puis, à la fin du film, les esclaves vont finir par gagner. Donc il y a une réunion des propriétaires terriens atterrés avec Marlon Brando, et Marlon Brando leur tient à peu près ce langage-là. Arrêtez,
avec l'esclavage. Réfléchissez 2 minutes. L'esclavage, ça coûte cher. Bah oui, vous avez les enfants, vous êtes déjà obligé de les nourrir alors qu'ils ne travaillent pas. Quand vos esclaves sont malades, il faut bien que vous les nourrissiez encore et vous les logiez encore alors qu'ils ne travaillent pas. Quand ils sont vieux, ils ne travaillent plus, puis vous les avez encore à votre charge. Faites-en plutôt des salariés. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Ça sera moins cher que l'esclavage. Et c'est comme ça qu'ont été les débuts du salariat, dont je parlais tout à l'heure en 1840, Villermé, Engels et tout ça. Et le début du salariat, les salariés n'avaient qu'une seule composante de leur salaire, le salaire net qu'on leur donnait pour vivre. Puis il fallait qu'ils se démerdent avec tout, si vous voulez une retraite, si vous étiez malade, etc., etc. C'était comme ça. Et le salariat s'est battu jusqu'à nos jours pour obtenir finalement ce que les esclaves avaient. C'est-à-dire en plus du salaire net, un salaire brut qui permettait d'avoir la retraite, d'avoir le chômage, d'avoir la maladie. 170 ans de combat du salariat pour réobtenir, en restant libre, ce que les esclaves avaient. Et ce que Macron va vous mettre à bas, c'est ça. Parce que ça, c'est pire encore que les ordonnances. Je vous le dis tout de suite. Les gens ont du mal à comprendre le salaire net et brut. Ils ne regardent pas. Mais ils ne vont pas être aidés à regarder parce que les feuilles de paye vont disparaître. Elles vont être informatisées. Et deuxièmement, celles qui vont rester, il n'y aura plus les détails des cotisations. Et troisièmement, de toute façon, en janvier prochain, ils suppriment la cotisation maladie, la cotisation chômage. Hollande avait déjà supprimé la cotisation allocation familiale. Et en 2019, ils suppriment la cotisation retraite. Alors, pour l'instant, les gens, c'est encore très théorique. Alors, qu'est-ce que c'est les cotisations? D'abord, je sais que vous savez ça, mais ça vaut le coup. Ils appellent ça des charges. Ne laissez jamais dire le mot charge. C'est comme collaborateur. C'est un mot idéologique. Dans le code du travail, c'est des cotisations. Dans le code de la sécurité sociale, c'est des cotisations. Charge, c'est pour vous rendre hostile. Des charges. Les charges, c'est fait pour être allégé. Sauf qu'il s'agit là d'alléger vos cotisations. Et vos cotisations, c'est une partie de votre salaire. C'est une partie du salaire qui est mise dans un pot commun, redistribuée à chacun, selon ses besoins, quand il est en charge aux familles nombreuses, quand il recherche un logement, quand il est malade, quand il est en accident du travail, quand il est au chômage, et quand il est en retraite. C'est pas une charge, c'est un bonheur. Arriver à écrire notre bonheur, c'est ce qu'il y a de plus beau en France. Et arriver à écrire notre bonheur en la faisant appeler une charge, vous avez déjà perdu la bataille si vous voulez le défendre. Et il s'agit bien de ça, puisqu'ils vont baisser le salaire brut, et même le salaire super brut, c'est-à-dire la partie patronale qui s'ajoute à ce que vous cotisez. Mais alors qu'est-ce qui se passe? C'est que jusqu'à présent, vous receviez tout ça, j'allais dire, par le rapport de force que nous avions créé à la Libération, et en nous battant pour le droit du travail. C'est-à-dire que le patron payait à la source, sur votre bulletin de paye, votre protection sociale. Le salaire net vous servait à vivre au mois le mois. Le salaire brut vous servait à vivre toute la vie, face aux aléas de la vie. Et là, il supprime le salaire brut. Et il est tellement combinard, ce Macron, que vous ferez attention à un détail. Quand il était ministre de Hollande avec Christian Eckert, là, il y a 2 ans, il avait prévu que le prélèvement à la source de l'impôt, je ne parle pas des cotisations, serait fait à partir du mois de janvier prochain sur la feuille de paye. Prélèvement à la source de l'impôt. Et il a supprimé ça. Christian Eckert hurle partout, il dit « Mais comment on a fait ça ensemble? J'étais secrétaire d'État au budget, pourquoi il se permet ?» Parce qu'il veut reporter d'1 an au moins le prélèvement de l'impôt à la source. Pourquoi? Mais Édouard Philippe l'a dit. Nous supprimons les cotisations sociales et nous allons augmenter le salaire net. Donc de 200 euros, 200 euros divisé par 12, 18 euros par mois, voilà, bon, allez, d'accord. Donc vous aurez 18 euros en bas sur votre net, mais vous aurez 250 euros de moins sur votre brut. Des millions de gens ne le verront pas, mais le patron, lui, il le verra parce qu'il ne le paiera plus. C'est tout bonheur pour lui. Pour l'actionnaire, le patron, l'employeur, c'est lui qui gagne. Parce que toute cette partie de cotisation sociale, elle va sauter. Et vous revenez au temps des missions, des tâcherons, des loueurs de bras, des journaliers qui avaient l'immédiat après-esclavage. Alors faites bien attention quand il vous dit Macron, vous nous ramenez à l'esclavage. Non, c'est pas vrai. Vous allez rester libre d'avoir la bouche ouverte pour faire des tâches avec des contrats dont le terme ne sera plus fixé. C'est des projets de chantier.
de mission. Et plus de critères de licenciement à la fin de ça. Je vais vous dire que ça va faire des ravages. Les CD de projet et de mission vont devenir probablement majoritaires en 2 ou 3 ans. Il n'y a pas de raison de se priver. C'est la mort du CDI. Et même quand on disait le CDD, c'est dur parce qu'on a un contrat de 6 mois, on ne sait pas. Là, vous aurez un contrat, vous ne savez même pas s'il est de 6 mois. Il n'y a pas de terme. Donc l'incertitude pour vivre, la précarité seront infiniment plus grandes avec ce type de contrat. Et bien ça, c'est la branche qui va s'occuper de ça. Vous voyez un petit peu de quoi il s'agit? Bon. Alors après, parlons du licenciement, puisqu'on y est. Alors le licenciement, le MEDEF, depuis sa refondation de 1999-2001, avait prévu d'obtenir le licenciement sans motif. Un licenciement sans motif, c'est le pire pour la dignité d'un salarié. Tu es depuis 30 ans dans la boîte, je te fais venir le matin, je te vire. Pourquoi? Je n'ai pas à te le dire. Mais enfin, quand même, pourquoi tu me fais ça? Je n'ai pas à te le dire, je n'ai pas besoin de motiver. Alors parfois, on a un peu du mal, parce qu'il y a une culture en France quand même. C'est très facile de licencier, mais il y a quand même des procédures. Et les procédures, elles viennent et sont 5. Elles viennent d'une convention de l'OIT, la convention 158. Elle a été signée, c'était par Martine Aubry en 91. Le patronat veut la dénoncer. Cette convention, elle dit que quand vous êtes licencié, vous devez être informé par écrit. La deuxième chose, le licenciement doit être motivé. La troisième chose, vous devez avoir un recours dans l'entreprise pour vous défendre. Si vous êtes licencié, vous devez avoir un recours devant le juge pour vous défendre. Et si vous gagnez le recours, vous devez être réparé. C'est-à-dire c'est un dol, un préjudice, intégralement. L'OIT interdit le plafonnement des prud'hommes. On gagnera forcément un jour, même si le Conseil constitutionnel n'ose pas s'y opposer dans quelques semaines. L'Europe, la Déclaration des droits de l'homme, interdit également. Mais là, ils vont sucrer ces 5 points, et ils n'arrivent pas du premier coup à dénoncer la Convention 158, mais voilà ce qu'ils vont faire avec le droit du licenciement. En fait, le licenciement sans motif, je vous renvoie encore à un film, il faut voir In the Air. C'est un film avec George Clooney. Je prends que des bons acteurs, moi. Et George Clooney, dans le film, il est licencieur professionnel. C'est-à-dire qu'il est in the air, c'est parce qu'il est tout le temps dans l'avion aux États-Unis. Puis quand il pique, il s'arrête, il licencie. Et le licenciement, c'est la rencontre avec quelqu'un qu'on convoque, et ça prend 2 minutes. Vous êtes dehors, et je n'ai pas de motif à donner, je n'ai pas de lettre à faire, j'ai rien à invoquer. On va vous chercher votre boîte dans votre bureau avec vos derniers crayons. On vous met 2 gardes du corps pour vous sortir de l'entreprise. Vous n'avez même pas le droit de parler à vos collègues. Vous êtes dehors et c'est fini. C'est comme ça, là. Alors, il y a quand même du droit après. Vous pouvez toujours aller voir dans un tribunal qui n'est pas les prud'hommes, n'importe pour vous dire il m'a mal licencié. Mais là, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de motif, c'est à vous de prouver. Vous n'avez même pas un papier sur lequel vous pouvez attaquer. Alors bon, pour vous faire sourire, aux États-Unis, Obama disait qu'il y avait 24 000 meurtres par an. Et on regarde, sur les 24 000 meurtres, chaque année, il y a 200 patrons qui se font flinguer par des gens qu'ils ont licenciés. Moi, je le dis de temps en temps aux patrons français. Vous êtes sûr de changer ce système? Vous préférez ça plutôt que les prud'hommes? Vous êtes sûr jusqu'au bout? Et ça me permet, à travers cette anecdote, de toucher la différence entre la civilisation, le droit, la loi, la protection et la barbarie. Parce que c'est barbare d'être licencié sans motif. Parce que le Code du travail, c'est l'indice du développement d'une civilisation. C'est un droit intime, essentiel, vital, sans lequel vous ne pourrez plus vivre de la même façon. C'est le droit le plus dénigré, le moins enseigné, le plus fraudé. Il a été fait en un siècle de sueur et de sang, de lutte et de larmes. Mais quand il se dissout, comme ça va être le cas par les ordonnances et sur l'exemple que je vous donne, ils vont aller très loin. Et c'est un changement de civilisation. Vous ignorez le droit anglo-saxon, vous allez le connaître. Parce que la façon dont ils ont fait à cause de la Convention 158, là c'était un peu étonnant, ils ont dit que le patron avait le droit à l'erreur. C'est-à-dire que sur la lettre de licenciement, puisqu'il est encore obligé d'en faire une à cause de la Convention 158, il peut se tromper. Vous, salarié, vous bâtissez toute votre procédure. Il m'a licencié abusivement sur la lettre qu'il vous a envoyée. Il arrive devant les prud'hommes, il dit « Ah pardon, monsieur le juge, je me suis trompé. » Et toute votre procédure s'effondre. Le droit à l'erreur, c'est pour le patron, c'est pas pour le salarié.
Les ordonnances. Hein. Et après, limiter les prud'hommes, ce qui est fait contre les prud'hommes est un truc invraisemblable. Je veux dire, on prend les gens, mais pour... En France, comment dire, 90% des gens ne savent pas ce que c'est, les prud'hommes. Sur 18 millions de salariés, il y en a 1% qui y vont. Il y a 180 000 affaires par an au prud'homme. Et c'est vrai que les salariés gagnent la plupart du temps, tellement le patron s'est comporté comme un voyou. Dans 80% des cas, il gagne. Et quand vous êtes licencié à 54 ans et que vous n'allez pas retrouver de boulot, le préjudice que vous subissez pour votre retraite et pour tout le reste de votre vie, il est énorme. Et si on plafonne les indemnités auxquelles vous avez droit, eh ben c'est vous qui allez en souffrir tout le temps. Et l'idée de plafonner est une idée indigne. C'est le juge, normalement, qui doit décider. Alors, Sarkozy, il avait fait un plancher pour la délinquance, vous vous rappelez ? Pour pas que les juges soient indulgents. Et là, ils font un plafond pour la délinquance patronale, pour pas que les juges soient trop sévères. Mais il s'agit en plus de juges bien particuliers, les juges prud'hommes. Parce que il y a 2 patrons dans chaque tribunal prud'homme, ou 1. Il y a un patron, un salarié, 2 patrons, 2 salariés. Ils sont représentés, les patrons, dans la décision. Et quand les patrons au prud'homme sont condamnés, ils sont condamnés par leur père. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Mettre un plafond pour que les pairs... Parce que quand les patrons condamnent, c'est que vraiment le gars en face, il s'est comporté comme un voyou, un vrai délinquant. Et vous empêchez, même les patrons qui... Ah non, il a déjà charrié, on va lui mettre les indemnités maximum, vous l'empêchez de le faire. Et tout ça au nom du fait que l'entreprise serait insécure. Alors, ça va, j'ai encore un peu de temps, sinon vous me jetez... Je vais vous raconter l'histoire de la lingère de Chamonix, celle-là, je ne la fais pas souvent. L'origine de tout ça, c'est la lingère de Chamonix. C'est une femme qui avait commencé à travailler dans le gros hôtel de Chamonix à 15 ans. Et elle a travaillé jusqu'à 65 ans comme lingère. Elle logeait dans une chambre de bonne de l'hôtel. Elle commençait à 6 h du matin, elle finissait à 20 h. Elle ne savait pas lire. Sa vie était une vie d'esclavage, mais comme elle ne savait pas lire rien, ni se défendre, ni autre chose, ça s'est passé comme ça avec le grand-père qui dirigeait l'hôtel, puis avec le père qui dirigeait l'hôtel, puis avec le fils qui dirigeait l'hôtel. Puis quand elle a eu 65 ans, le fils ingrat lui a dit « Dehors, dégage de la chambre de bonne ». Et il y a quelqu'un qui a pris en considération cette femme, qui a monté un dossier pour un dol trentenaire, exceptionnel. Ils ont reconstitué sa carrière avec des témoignages, etc. Et ils sont allés devant les prud'hommes. Et ils ont obtenu pour elle 371 000 € de réparation pour sa vie d'esclavage. Et c'est là que Mme Parisot avait dit « C'est la preuve que les prud'hommes insécurisent les employeurs ». D'accord ? Et donc, pour plus que ça se reproduise, ils se sont mis en quête de faciliter les licenciements. Alors, il y en a qui disent c'est pour l'emploi, parce que alors, cette théorie, les patrons n'embauchent pas parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir licencier. Mais qui a inventé ce truc-là? Enfin, le patron s'inquiète de la mort du contrat avant sa naissance. C'est à cause du fait qu'il ne pourrait pas licencier qu'il n'embauche plus. Il se prive lui-même d'exploiter quelqu'un parce qu'il ne va plus pouvoir cesser de l'exploiter. C'est un truc de dingue. D'autant plus que vous avez vu l'INSEE, en juin dernier, 15 juin, l'INSEE a fait une enquête. Alors, vous avez des petites enquêtes, des moyennes, etc. Là, c'était une enquête sur 10 000 employeurs. Ils ont dû y mettre un temps fou, avec des... Voilà. 10 000 employeurs. Est-ce que c'est à cause du code du travail que vous n'embauchez pas? Il y en a 82% qui disent non, ça n'a rien à voir, c'est pas le problème. Et 18% qui disent oui, le code du travail nous embête un peu. L'INSEE. Mais ils font quand même les ordonnances. Alors, par exemple, on me dit, mais d'où ça vient? Un jour, que je racontais ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi ils sont si méchants? Et la question se pose. Alors, il y a des gens qui me disent, c'est à cause de l'Union européenne. Non. Mais non. Je suis désolé de décevoir ceux qui croient que tout est dans la main de l'Europe, parce que moi, j'ai regardé le 27 mai dernier, les recommandations qui sont faites par l'Union européenne à la France. Il n'y a rien de ce qu'il y a dans les ordonnances. Macron est un zélé. Il fait bien plus que ce qui lui est demandé par le capital international. Il fait plus que Thatcher et que Schröder. Parce qu'on essaie de nous faire passer ça comme si c'était banal dans tout. C'est un zélé. Dans le cas du travail allemand, les comités entreprises et les délégués du commencent à 5.
Dans le code du travail allemand, au conseil d'administration, vous avez 50% de salariés. Dans le code du travail allemand, licencier, c'est bien plus difficile que maintenant, ici, en France. Dans le code du travail allemand, quand il fait 35 degrés un jour de canicule, on arrête le travail parce que c'est trop mauvais pour la santé. Dans le code du travail allemand, l'intérim est interdit dans le bâtiment. Alors, il ne faut pas prendre ce qui nous arrive comme une fatalité qui nous serait imposée de l'extérieur. Il faut prendre Macron comme un fou totalitaire qui n'a de compte à rendre à personne, sauf à ses mandants. C'est-à-dire le CAC 40, le MEDEF, la banque, les 9 milliardaires qui possèdent 95% des médias. Ce gars-là, Macron, n'a pas de base sociale en France. Il n'en a ni à droite, qui s'est décomposé en constructif et pas constructif, ni à gauche, qui s'est aussi décomposé en constructif et non constructif. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de centre. Le centre, c'est comme le triangle des Bermudes. Vous vous y perdez en le cherchant. Et vous n'allez pas me dire que son parti est un parti qui fait le tampon entre lui et la société. Son parti, il y a 71 employeurs. Il doit y avoir 200 vendeurs de Tupperware qui ont réussi à se caser. Il y a même une fille, là j'étais à Lyon avant-hier, une députée, elle n'a pas encore trouvé les clés de l'Assemblée nationale. Elle a envoyé quelqu'un pour signer le papier pour avoir le fric, elle n'est encore jamais venue. Alors dans sa circonscription, ils disent, je ne sais plus son nom, Madame Machin, elle est disparue, la députée est disparue. Et elle a fait un communiqué avant-hier en disant, ne vous inquiétez pas, je suis en train de constituer mon équipe, j'arrive. Mais enfin, vous regardez les députés de l'Assemblée nationale, je veux dire, ils n'expriment rien, ils n'ont aucun savoir-faire, ils n'ont aucune compétence avec leur commune, leur département, les gens, le travail, etc. Ils s'occupent que de leur pépette à la fin du mois, et ils croient qu'avec Macron, ils vont transformer la France en start-up. Et d'ailleurs, l'idée de transformer la France en start-up est une idée absolument corrosive. Il ne faut pas la prendre à la légère. Le gars, il dit, moi... je ne suis pas là pour défendre les jobs existants, Macron. Parce que tout ce qui est les grands jobs industriels, tout ça, pour lui, c'est de la vieille économie. La jeune économie est impétueuse, elle est sans statut, elle crée tous les jours 3 fois plus. Et elle est, oui, enfin, c'est Deliveroo, quoi. Si vous voyez, les gars qui pédalent pour aller livrer vos pizzas. Et la bonne start-up, ça sera celle qui arrivera à trouver le drone pour livrer la pizza par la fenêtre de votre appartement d'ici 10 ou 20 ans. C'est comme ça qu'il voit le développement social. C'est le même mec qui dit « Je dis aux jeunes de devenir milliardaires ». C'est le même mec qui dit « Je dis aux jeunes, ne cherchez pas de patron, cherchez des clients ». L'autre jour, j'étais dans une pizza du 10e arrondissement et ma pizza tardait à arriver. C'était un petit groupe. Et parce que le pizzaiolo, il faisait d'abord les pizzas pour les Deliveroo. Et les gars à vélo, ils venaient chercher la pizza à toute vitesse, puis ils râlaient contre le pizzaiolo, à juste titre, parce qu'ils avaient une commande. Et il fallait qu'ils prennent la pizza, qu'ils l'emmènent à toute vitesse, parce que s'ils la livraient 1 minute après l'heure où était commandée, le client n'était plus obligé de la leur payer. Et comme c'était 5 € la pizza, tout à fait comprise, qu'ils n'avaient pas de cotisation sociale, hein, Marlon Brando régule Deliveroo aujourd'hui, et ben ils faisaient vite et ils passaient, le pizzaiolo travaillait pour eux, pas pour nous. Enfin, je voyais en plus les jeunes Wimberge avec le truc dans les oreilles et puis la bouteille la canette de bière de l'autre côté, partir à toute vitesse, vous avez un taux d'accident. On va prendre les VTC, les voitures touristes avec chauffeur. Moi, on m'a mis une fois dans un VTC à 23h30 en sortant de BFM. Je dis au gars, mais vous êtes travaillé tard ce soir. Il me dit, oh, mais ça fait 20 heures aujourd'hui, j'ai commencé. Je dis, ça fait 20 heures que vous travaillez aujourd'hui? Oui, oui. Je dis, vous faites combien d'heures par semaine? Il me dit, 110, 120. Je lui dis, il me dit, ma mère m'a cousu une couverture pour dormir dans la voiture, 2 couvertures. Je lui dis, mais vous payez des cotisations sociales? Il me dit, ah, je ne peux pas. J'ai eu un accident de carrosserie il y a 3 semaines, je rembourse, j'ai 1 600 € à payer pour la carrosserie parce que je ne peux pas rouler avec une voiture. Je dis, mais vous avez demandé à Uber? Et le gars il me dit, mais oui, j'ai demandé par lettre recommandée, mais ils m'ont dit que si j'insistais, ils me déconnectaient, c'est-à-dire licenciés. Hein, ils ne donnaient plus de course. Et donc, c'est Uber, c'est plus un contrat de travail, c'est un contrat commercial. Là, vous n'êtes plus subordonné, vous êtes soumis librement au consenti. Et vous avez intérêt à être sacrément consenti si vous voulez. L'autre jour, quand il y avait une manifestation des Uber à Place de la Bastille, j'y étais, là, j'y parlais. Il y a un gars qui est revenu catastrophé, il me dit, ils m'ont déconnecté définitivement, parce qu'il avait trouvé Place de la Bastille. C'était facile à faire. Alors Uber, c'est vrai, vient d'être condamné à Londres, ils ont été condamnés à San Francisco, ils ont été condamnés à Rio, ils ont été condamnés à Madrid, à Francfort. Mais il n'y a que Macron pour pouvoir Uber. Le plus réac de tous, on en a hérité la dernière fois. Il y a des gens qui croyaient qu'elle était au centre. Non, c'est Margaret Thatcher. C'est lui qui va nous faire payer tout ça.
Parce qu'il n'a pas de compte à rendre. Parce que son mouvement n'est pas un mouvement, c'est pas un parti. C'est une bande de bidochons qui sont à l'Assemblée nationale. Et donc ils s'en foutent de voter une chose ou une autre, c'est des suivistes. Ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. Jamais d'épaisseur sociale. C'est le pire que nous avons hérité. Pire que Sarkozy et pire que Hollande. Les gens qui ont cru qu'on allait avoir mieux, qu'on allait changer, etc. C'est le temps d'ouvrir les yeux. Parce que parfois il y a des fonctionnaires qui me disent « ouais, mais c'est le code du travail privé ». Enfin, un fonctionnaire qui ne se met pas en mouvement aujourd'hui, il a de la boue dans les yeux. Parce qu'évidemment, le statut de la fonction publique va sauter après exactement pareil. La garantie de l'emploi sautera. L'organisation des services sera de la même façon que les entreprises. Vous serez quand le proviseur sera tout à fait maître dans le bahut et qui choisira lui-même ses professeurs et qui décidera lui-même des canons de la pédagogie et de la façon dont le professeur doit parler à ses élèves, et ben vous verrez que vous êtes comme dans une entreprise et que l'accord dans le bahut se fera de la même façon que ce que je vous ai décrit précédemment. Je ne le noircis pas, ne le croyez pas. Il y a des moments donnés où le salariat est acculé à se battre. Vous êtes acculés à vous battre. Si vous ne le faites pas, le sort se déroulera implacablement et personne n'y échappera. Il ne faut pas croire qu'on s'en sort tout seul dans ces cas-là. Parce qu'on croit un peu, un moins, on monte sur les épaules de l'autre, mais après, il y a un petit souci. Et alors, j'ai fait le licenciement, j'ai fait les petites entreprises, les moyennes, les grandes, et je vais vous faire l'hygiène, la sécurité pour terminer. Parce que le CHSCT, parfois, les gens ne savent pas trop bien, puis quand on parle CHSCT, on roupille parfois. Oh, CHSCT, comité hygiène, sécurité, conditions de travail. D'ailleurs, les salariés qui sont dedans ne sont pas élus, ils sont nommés, à différence du CE. Moi, j'avais fait un rapport en 2001 au Conseil économique et social pour qu'ils soient élus, pour qu'il y ait l'équivalent d'un comité d'entreprise sur la sécurité et l'hygiène. Pourquoi? Parce que c'est décisif. On a en France, les accidents mortels du travail réaugmentent. On est à près de 600 morts. Ça, c'est parce que Pujadas ne vous dira pas ça en ouvrant un journal. 1,4 kg, il sait faire. Mais 600 morts dans l'année écoulée, ça s'est jamais vu au journal télévisé en matière de droit du travail. 4500 handicapés du travail, chaque année. Petite voiture, colonne vertébrale, bras, jambes, tête. 4500 handicapés. En Ile-de-France, là, j'ai fait un article, j'en fais un pour l'Humanité dimanche chaque semaine. 23 morts en Ile-de-France dans l'été, entre mi-juillet et fin août. Pas un titre de journal, si un petit peu dans le Parisien, un petit billet. 650 000 accidents du travail avec arrêt. 100 000 morts par l'amiante. 3 000 par an. Les maladies professionnelles, on ne sait pas compter. Mon ami Benoît Hamon a fait une campagne sur les perturbateurs endocriniens. Ça a parfois un peu fait sourire tout le monde. Mais les perturbateurs endocriniens au travail, ils sont tels qu'on sait que c'est des dizaines de milliers de cancers qui sont générés. Et en France, on est moins bien recensé que n'importe où ailleurs en Europe. Je ne parle même pas de la réparation des maladies professionnelles, qui est un vrai calvaire pour la faire reconnaître. Aussi bien les TMS, les TMS c'est 85% des maladies professionnelles, que la surdité, qui est la deuxième maladie professionnelle, où on vous dit n'importe quoi, qu'après le cancer de la gorge, et où on vous dit c'est parce que vous avez fumé. Ce fut le cas de mon père, à moi, qui est décédé d'un cancer de la gorge, mais c'était normal, c'était le cancer du menuisier. La poussière de bois, c'est ça, ça fait ça. On a dit c'est parce qu'il fumait. De la même façon que quand il s'était blessé sur la meule et que les 2 tendons avaient été coupés, on avait dit que c'était sa faute, il n'avait pas fait les bons gestes sur la meule. Donc toutes ces questions-là vont exploser, puisque l'employeur ne sera plus responsable de la même façon, puisque les réparations, les condamnations, les poursuites, les prud'hommes, la sécurité sociale vont être désorganisées si on laisse ce bonhomme, Macron, aller jusqu'au bout de son mandat. Donc le CHSCT, ça servait à quoi? C'était de la prévention. Alors, il n'y en avait pas beaucoup en France. Il y en avait 22 000 pour 1 200 000 entreprises. C'est pas ça qui coûtait. Et c'est pas en le supprimant qu'on va faire de l'emploi. On va faire des malheurs supplémentaires. S'il y avait eu un bon HCT à AZF, peut-être l'explosion n'aurait pas eu lieu. D'ailleurs, quand ils ont fait l'enquête après AZF à Toulouse en 2001, il y a des salariés qui ont dit oui, on a déjà vu le danger, on l'avait signalé, mais on n'a pas été assez écoutés. Moi, j'étais en CHSCT, j'aimais bien parce que c'était trimestriel. En fait, il y en avait que 3 par an. Et dans la bijouterie, là, ça me revient, c'était rue Charlot, le patron ne voulait pas de CHSCT, on perd notre temps, on perd notre temps, on perd notre temps. Ben, je dis non, on va le faire, c'est la loi. C'est la loi. Et alors on faisait un point, on ne perdait pas notre temps du tout, toutes les bouches s'ouvraient.
Même dans un truc où il y avait des bureaux et tout ça, parce que même la femme de ménage, quand elle est montée sur son escabeau au-dessus du vide, il y a une solution à trouver pour pas qu'elle tombe. Parce qu'il y avait déjà 3 entorses au même endroit, parce que la moquette était décousue dans l'escalier et que ça aurait pu être réglé s'il y avait eu un peu plus de suivi. Et quand je venais faire le CHSCT, le gars disait que ça l'embarrasse. Je dis, on va faire une visite. Oh, on va encore perdre du temps, on fait la visite. Et je passe, il y avait des ouvriers sertisseurs. Vous savez, vous avez vu ça dans les films, ils ont des fauteuils profonds pour avoir le nez juste au niveau de la table, avec la loupe, et puis le chalumeau pour pouvoir. C'est les ouvriers les mieux payés de France. Ils sont à 400 000 euros parce qu'ils travaillent sur du diamant, tout ça, des bougies. Et je voyais le gars très bien sur sa plaque, avec son chalumeau, sur sa plaque. C'était une plaque blanche, en effet. Avec quoi était-elle faite? Dès qu'on posait la question, on savait, c'était de l'amiante. Le gars, il était depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans, le nez sur une plaque d'amiante. Après, j'allais dans chaque bijouterie du 3e ou du 2e arrondissement, je ne me trompais jamais. Ah, la plaque, le gars me dit, de quoi vous parlez? On l'a toujours eu, mais non, c'est la céramique. Regardez, allez voir votre commande. C'était le même vendeur, c'était le même système, c'était les mêmes trucs, c'était la plaque d'amiante. Si vous n'avez pas de CHSCT, vous ne faites jamais rien contre ça. Et donc, alors, on me dit, oui, mais non, il n'est pas supprimé, t'exagères, Filoche, et on va le mettre dans le CE. Alors, ça va faire une structure unique, ça va bien mieux. Mais pas du tout. Parce que dans une structure unique, qu'est-ce qui va être causé en premier? Les pépettes, l'emploi, etc., l'entreprise, il y a des risques de fusion, de vente, etc. Quand viendront les questions de sécurité, il sera 17 h le soir, tout le monde regardera sa montre en disant, il est l'heure que je rentre chez moi parce que j'ai mes enfants à aller chercher. Et alors, si vous ne croyez pas, je vais vous raconter du dramatique. Vous savez que même pendant l'occupation en France, les nazis étaient pour des CHSCT séparés. Alors, parce qu'à l'époque, il y avait des CE, on les appelait les comités patates. Parce que c'était à l'entreprise qu'on donnait les tickets de rationnement. Donc, mais il y avait tout un temps pour les comités patates. Personne ne souriait avec les comités patates, parce que vous ne mangiez pas sinon. Donc, tout se faisait là. Mais il y avait tellement de temps pour répartir les tickets, faire tout ça, etc., qu'il n'y avait jamais de temps pour les machines, la sécurité, etc. Mais les nazis, ils étaient intéressés à la sécurité, pas pour les salariés, mais pour que les machines marchent, parce qu'ils piquaient tout pour l'emmener en Allemagne. Donc ils avaient insisté pour qu'il y ait des CHS séparés des comités patates, sous Pétain. Et bien maintenant, vous avez El Khomri, Rebsamen et Macron qui vous suppriment les CHS. C'est pour vous dire quand même en profondeur l'immensité du recul qu'on est en train de subir. Puis alors après, qu'est-ce que je peux vous dire sur les CHSCT? Que c'était vraiment l'endroit où on pouvait le plus creuser les choses. La lumière, la chaleur, la nature du siège, pas seulement les tabourets de bois ronds, mais toute une série d'éléments, de conditions de travail. Évidemment, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, toutes ces choses-là passaient par ces structures. Maintenant, vous ne croyez pas que dans une seule structure, vous allez parler de ça. Vous ne parlerez même plus des problèmes du personnel, parce que la structure déléguée du personnel, elle a été conçue pour s'occuper des carrières des gens. Celui qui est malade, celui qui n'a pas eu sa promotion, comment on compare, etc. Ça prend du temps de gérer ces choses-là dans des entreprises. C'est fini, il n'y a plus de délégué du personnel. Et donc le CHSCT n'existe plus. Vous avez une structure énorme, unique, qui va être d'ailleurs diminuée en nombre de participants et en nombre d'heures de délégation. Et tout ça, c'est fini. C'est un recul absolument géant de ce qui existait depuis 1945. Bon, alors après, je ne vous fais pas tout le reste, je vous bois un coup, mais je vais vous terminer en vous disant... la France n'a jamais été aussi riche. Ne croyez pas qu'il y a la crise. C'est pas vrai. C'est un mensonge. C'est comme ceux qui vous disent je fais la guerre pour faire la paix. Ne croyez pas à l'histoire de dette. Sur la dette, c'est 1 an de produit intérieur brut de la France. Si vous achetez une maison, vous êtes plus endetté que ça. Et vous survivez, en général. Là, c'est 2200 milliards. C'est une dette présumée. Elle est remboursable à qui? Aux banques françaises essentiellement et étrangères. Les 4 banques françaises, elles ont 8000 milliards d'actifs. 4 fois le total de la dette. On va vous faire diminuer les gens dans les hôpitaux, on va vous faire subir tout ça pour payer une dette à 4 banques qui ont 8000 milliards. Et ensuite, après, surtout, le fond est le suivant. Les budgets de la France, il y en a 3, pas 1. Alors, si vous écoutez Dominique Seux le matin sur France Inter, à 8h moins 20, moi je l'écoute, je suis en colère tout seul devant mon bol de café au lait. Il y a le budget de la protection sociale, c'est 450 milliards, je vais à la louche, et vite. Le budget des collectivités territoriales, c'est 200 milliards.
Le budget de l'État, c'est 300 milliards. D'accord? En fait, le budget de la protection sociale, actuellement, ne génère que 10% du total de la dette présumée. Presque équilibré. Il ne devrait pas l'être parce qu'on a 6 600 000 chômeurs. Ben, ils ont tellement serré la vis, tellement réduit les remboursements, tellement fait régresser la protection sociale, la maladie, les lunettes, les yeux, tout ce que vous voulez, qu'en fait, il est équilibré. Le budget des collectivités territoriales, il est équilibré aussi. Ils l'ont tellement sabré, c'est une folie, parce que ça fait mal partout. Les emplois aidés, dont j'ai entendu parler tout à l'heure, mais tout, les associations, les départements, les machins, ils vont supprimer les départements. Hein. Macron veut faire des élections, grouper des territoires, des départements et des régions et des communes en 2021. Si vous n'avez pas entendu cette nouvelle, je vous le dis. Parce que ça a une autre façon de casser toutes nos collectivités intermédiaires, de diminuer le nombre, de faire que ça soit truqué au niveau des votes, au sens de compréhension de ce qui va se passer. Ça fera reculer les communes et l'intérêt pour les communes. C'est un tueur. C'est un tueur. Je voudrais vous apprendre à le haïr. Ouais, ben si c'est déjà fait, ça va. Mais ce travail-là, merci de le dire, ce travail-là, il faut le faire et le refaire parce qu'il faut diffuser, quoi. Il faut diffuser. Et la question des collectivités territoriales, c'est 11,8% de la dette présumée. 78,5% de la dette présumée vient de l'État. Mais pas parce qu'il dépense trop. Parce que ça fait 15 ans qu'il resserre les dépenses. C'est parce qu'il n'y a pas assez de recettes. On n'a pas un problème de dette en France. On a un problème de recettes. Ils baissent encore les impôts des multinationales, là. Ils baissent l'impôt sur la fortune. Ils baissent la totalité des impôts qui pourraient permettre de nous en sortir. Et c'est pour ça que je dis que la France est riche. Alors je fais mon énumération préférée. Vous avez 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Vous avez 460 milliards dans les 500 premières familles. Et, les deux, Bettencourt est disparu, mais Bettencourt et Arnault possèdent à eux deux plus que 20 millions de Français. 58 multinationales françaises blanchissent 100 milliards par an au Luxembourg. Ce n'est pas de la fraude, c'est de l'optimisation. Ils sont autorisés à le faire. Et la fraude elle-même, c'est 80 milliards. Alors moi, j'avais poussé un coup de gueule au moment de Cahuzac il y a 4 ans, parce que le gars était ministre du budget. Il n'avait pas cherché la fraude fiscale, il fraudait lui-même. Il avait remplacé par Cazeneuve après. Cazeneuve avait fait rentrer 2 milliards sur 80. Alors je dis toujours, il en reste encore 78, on peut faire. Et alors les arguments contre la fraude, c'est impossible, on ne peut pas y arriver. Si on traque les riches, ils vont s'en aller. Mais ils sont déjà partis. Alors oui, mais on ne peut pas aller les chercher. Mais justement, maintenant, les progrès techniques font qu'on peut aller chercher. On sait où est chaque centime de Cahuzac à Singapour, dans l'île de Man et à Jersey. Il va avoir 3 ans de prison, j'espère, pour ça. Moi, je veux menacer tous ceux qui fraudent la République de 3 ans de prison, comme ça. Je suis assez répressif pour la fraude fiscale. Parce que quand on est répressif contre les petits qui ont triché sur un mois d'acédique, ou le jour, on m'a fait présenter moi, Daniel Blake, alors j'ai pleuré, c'est la 5e fois que je vois le film. Voilà, mais quand on voit cette situation-là s'aggraver, et puis qu'en même temps, vous faites des passe-droits pour des gens qui fraudent par dizaines de milliards, c'est intolérable, cette situation. Et donc, il y a une solution, c'est d'aller chercher dans les dividendes ce que nous avons besoin pour faire fonctionner le pays, plutôt que de gagner petit bout par petit bout. Et la théorie de Macron, vous la connaissez, c'est pas celle-là. C'est il faut donner à ceux d'en haut pour qu'un jour ils fassent du bien à ceux d'en bas, pour que ça ruisselle. Le truc des verres en pyramide, là, vous mettez du champagne dans le verre qui est au-dessus, puis vous êtes dans un coin avec votre verre, puis ça va-t-il arriver jusqu'à moi? Ça n'arrive jamais, bien sûr. Ça ruisselle pas, ça siphonne. C'est les Shadocks qui pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent. Et quand ils ont de l'argent, ils ne le remettent pas dans l'emploi, parce qu'il y a des gens qui croient, oui, mais à la fin, ça va être... Non, parce que ça rapporte plus de spéculer que d'embaucher. Pourquoi voulez-vous qu'ils embauchent? Autant garder l'argent, puis vous le déplacez d'un pays à l'autre. Puis voilà, donc s'il n'y a pas la volonté politique de dire stop, je vous interdis et je vais prendre les... Alors, il faut contrôler les entreprises. Qu'est-ce que j'ai dit? Contrôler les entreprises, je vais me faire traiter de bolchevique, d'économie administrée, de tas de choses comme ça, etc. Mais bien sûr qu'il faut contrôler les entreprises. D'ailleurs, au passage, toutes les économies sont administrées. Et puis au passage aussi, les entreprises, elles ont des conseils d'administration.
La question, c'est à quoi sert l'administration, dans l'intérêt de qui? L'intérêt général ou l'intérêt particulier? Et les grandes entreprises, il faut leur donner quand même des coups de pied aux fesses. Vous avez vu PSA? Le gars, Carlos Tavares, qui se paye 600 SMIC, il a, comme Volkswagen, inventé de truquer les pots d'échappement pour pas qu'on découvre qu'il pollue plus que ce qui est permis. Avec un logiciel, moi je n'arrive même pas, je suis fasciné s'il y a quelqu'un qui m'explique un jour, c'est un logiciel qui se déclenche au moment du contrôle, pour que le contrôle n'ait pas lieu, et qu'on voit à ce moment-là qu'il y a moins de pollution que ce qu'il y a quand il n'y a pas le contrôle, donc en temps ordinaire. Les morts par particules fines en France, c'est 48 000. 48 000 morts à cause de la pollution par particules fines. Le mec, Tavares, il est mis en cause, on parle d'une amende de 5 milliards pour PSA. Ce qui m'étonne, c'est qu'il ne soit même pas encore en garde à vue. Qu'il ne soit même pas mis en examen. Alors, vous me direz, si je suis Martin Winterkorn, qui est le patron de Volkswagen, lui, quand ça s'est passé comme ça chez lui, pour à peu près 11 millions de voitures, pour Fiat et Chrysler, il semblerait que ce soit 110 millions de voitures. Mais quand ça s'est passé pour Volkswagen, Winterkorn, il a demandé 10 millions d'euros pour partir. Pas pour être sanctionné, pas à payer, pour partir. Et il n'est toujours pas parti. Donc il y a quelque chose dans ce monde qu'on se doit. Si on ne se bouge pas, à partir du moment où on a connaissance de tout ça, on accepte de vivre humilié, sans dignité. Si on ne comprend pas l'avalanche de sanctions qui va nous arriver, parce que la finance, c'est sans limite. Monique et les pinceaux Charlot, que j'adore, elle dit « Les riches sont d'une cruauté sans limite. Ne croyez pas qu'ils vont s'attendrir. Rien ne les arrête. Et ils sont même pour qu'il en soit ainsi. Ils font des compétitions de riches à celui qui en aura le plus. Ils n'ont pas du tout l'intention de ruisseler. Et ça ne revient jamais. C'est pour ça que dans ce monde, vous avez 87 hommes qui possèdent plus que la moitié de la planète. Sinon, ce serait impossible. Alors là, vous allez me dire, mais c'est trop immense, on n'y arrivera pas, on n'y arrivera jamais. Si dans notre pays, on peut y arriver. Battons-nous là où on est. Ne laissons pas faire Macron. Allons dans les prochaines manifestations. Soutenons les raffineries quand elles vont être en mouvement la semaine prochaine. Soutenons les transporteurs quand ça va faire du barouf sur le plan du transport. Et puis soutenons aussi la fonction publique, puisqu'elle se met en mouvement le 10 octobre. Et puis il n'y a pas que des manifestations. Alors là, vous allez me trouver gauchiste. Mais moi, je suis un vieux 68ard, puis à 72 ans, je peux dire ce que je veux. Je milite encore à 72 ans à cause de mai 68. On me disait, j'avais 20 ans, en 65, 64, on me disait, c'est fini, 36, il n'y aura plus de grands mouvements. Les gens ne savent plus faire ça. C'est la voiture, le tiercé, le crédit, la classe ouvrière est embourgeoisée, c'était des mots comme ça. J'étais jeune, j'entendais ça. Puis moi, je ne croyais pas. Je disais, mais non, c'est pas possible. Vous verrez les gens, ils vont se mettre en mouvement, etc. Et je l'ai tellement dit dans ces années-là, 64, 65, 66, 67, que c'est arrivé et j'en étais un des acteurs. Et ça, d'ailleurs, ça m'a convaincu qu'on pouvait donc le faire. Et dans ces périodes-là, les gens, ils apprennent plus en 3 jours qu'en 3 semaines. Ils apprennent plus en 3 semaines qu'en 3 ans. Même ceux qui ne voulaient rien faire, vous les voyez se transformer, ils deviennent lumineux. Ceux qui avaient peur, qui étaient les plus soumis au patron, ils deviennent les plus combatifs. Ceux qui ne voulaient pas de syndicat, ils vont engueuler le délégué syndical en disant « Pourquoi tu ne m'as pas apporté ma carte ?» Et c'est tout comme ça dans ces mouvements-là. Et ces mouvements-là, on ne les déclenche pas. C'est pas vrai que c'est un mot d'ordre. En mai 68, il n'y a pas eu de mot d'ordre pour l'occupation des grèves. Moi, j'étais à Rouen, toute la vallée de la Seine s'est embrasée en 3 jours. Et j'ai fait un travail, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Mai 68, Histoire sans fin. Et j'ai travaillé sur les notes du secrétaire de l'Union départementale CGT de Seine-Maritime à Rouen. Il y avait 90 000 syndiqués, puis il avait un carnet de bord. Et il notait, parce que c'était du Pigeon, les chantiers navals, la chimie, Notre-Dame de Gravençon, le port du Havre. Il notait quand il n'y avait pas de portable. On recevait un coup de fil, la boîte était en grève et occupée. Il disait, mais on n'avait pas de syndiqués là. Après, mais là, je suis passé l'autre jour, il me disait que le moral des gens était très bas, ils ne voulaient rien faire. Et à chaque fois, il avait un commentaire surpris de ce que la vague engageait. Quand est-ce que ça surgit, ces choses-là? Ça surgit quand on ne peut pas faire autrement. Et Hollande, il a fait une grave erreur l'année dernière. On a fait 14 manifestations, et il ne nous a pas écoutés. On avait 80% de l'opinion pour, il ne nous a pas écoutés. On avait tous les moyens d'être entendus, il ne l'a pas voulu. Donc les gens sont maintenant, là, en ce moment, pendant qu'on parle, au pied du mur.
Ce n'est pas seulement les manifestations. Et je le dis, l'occupation des entreprises, ça ne peut pas être un mot d'ordre. C'est venu, en 1936, c'était Latécoère et Breguet. En mai 68, c'était Sud Aviation et Cléon. Moi, j'étais à côté de Cléon. Et là, on sait d'où ça viendra. Il faut seulement en parler. Parce qu'il y a une solidarité du salariat. Ils ne nous ont pas eus comme salariés. Marlon Brando ne nous aura pas. Ne nous aura pas. 93% des actifs sont salariés. Les Deliveroo, les pauvres, ils sont dans les 7%. Les VTC aussi, les patrons aussi, les indépendants aussi, à tel point que leur RSI ne fonctionne plus et qu'ils sont obligés de le supprimer. Et donc, en vérité, c'est le salariat qui va gagner. Et si vous avez un doute que Macron est un archéo, écoutez l'OIT. Parce que l'OIT dit qu'il y a 1 milliard de salariats plus sur la planète dans les 30 dernières années. C'est le salariat qui gagne. L'économie informelle recule partout. Il n'y a pas de raison que ce soit elle qui progresse en France, ici, derrière les indépendants, les faux patrons, les auto-entrepreneurs et les start-up, derrière celui qui, malheureusement, par le putsch d'un homme de cabinet, a réussi à se faire élire par défaut au printemps. Merci.